On repart, les amis. Alors, en fait, question fondamentale, c'est on s'amuse avec assez régulièrement sur It's the Economy Stupid. C'est ça. Hein, voilà. C'est ça. Et donc, on tourne une page là, ouais. vraiment. Ah oui, complètement. Enfin, en tout cas, de ce qu'on voit, par exemple, sur les positions européennes, et en particulier allemandes, le changement, il est considérable. Pour moi, ce qui va rester de cette crise, au-delà effectivement des problématiques militaires, diplomatiques, de terrain en Europe de l'Est, c'est effectivement le pivot stratégique allemand qui est absolument considérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé... Folle, quoi. Voilà, on est passé de une Allemagne uniquement centrée sur ses propres intérêts, justement économiques, environnementaux, être effectivement ce grand géant économique, mais ce nain stratégique, qui s'adaptait un petit peu à tout et qui voulait, dans l'idéal, devenir une Suisse stratégique, en fait. Hein. Et là, d'un seul coup, tout a changé. C'est-à-dire qu'ils exportent des armes vers un pays en guerre, des armes létales, ce qui est un changement pour eux depuis 1945, absolument monstrueux. Enfin, faut voir ce que c'est. Ah bah, la semaine dernière, ils n'avaient envoyé que des casques. Exactement. Voilà. Et ils vont dépenser là tout de suite 100 milliards d'euros pour renforcer leur capacité de défense, qu'on a quand même bien besoin. Ils vont dépenser 2% de leur PIB annuel, justement, dans l'armée. Donc ça, c'est les annonces de Scholz hier soir. Ouais, c'est les annonces de Scholz. Ils sont prêts à revenir sur la fin du nucléaire. Parce qu'ils en ont besoin. Et en plus, ils nous disent, non mais pour le plan vert, finalement, 2035, c'est quand même beaucoup trop tôt pour arrêter les moteurs à explosion, donc il faudra quand même repousser nettement cette date. Donc, Et ils ont glissé ça dans le package. Ouais. Mais quel rapport ? Globalement, le fait que c'est quand même notre souveraineté, et puis pour faire des batteries, on a besoin de minerais qu'on n'a pas nécessairement complètement en Europe. Ouais, c'est une mise à jour complète, quoi. Voilà. C'est le Vatican II de la coalition allemande. C'est un retournement complet. Et c'est aussi porteur d'espoir, parce que depuis très longtemps, on dit il est absolument incohérent qu'une puissance économique et historique comme l'est l'Allemagne, au cœur de l'Europe, avec ce poids y compris vis-à-vis des Russes, se contente de vouloir vendre ses BMW, ses Mercedes et ses robots à l'extérieur. Il faut absolument qu'il ait quasi une politique de puissance, sinon l'Europe n'arrivera jamais à l'avoir. Et donc là, on est en train de changer complètement. Ce pivot allemand nous porte vers un nouvel avenir. Alors ça sera compliqué, on le voit dans la partie transition, comme toujours, c'est la partie transition qui va être difficile. Mais là, on tourne la page Deuxième Guerre mondiale, et plus récemment, on tourne la page des années Merkel. Clairement, ce côté, on est prudent, on voit, on réfléchit, on regarde un peu nos intérêts. On est passé complètement à autre chose. Mais c'est même en creux, on se l'était dit aussi, Wilfried, mais en creux, c'est même un constat assez dur, sévère, impitoyable sur les années Merkel. Complètement. En fait, non, mais on est totalement d'accord. Pas de pilotage. En fait. Vas-y. Ouais, ça serait assez amusant de voir, parce que ce que décrit Wilfried, c'est un nain géostratégique avec une puissance économique colossale que l'on connaît. Il y a un pays qui fait exactement l'inverse, qui a une volonté de puissance, en tout cas une politique revendiquée, une stratégie, géostratégie revendiquée, mais qui en revanche n'a pas du tout l'économie en adéquation avec ses velléités de puissance, c'est la France. Donc justement, comment est-ce qu'on arrive à rééquilibrer ce jeu stratégie, tout pour l'économie, rien pour la stratégie du côté allemand, et on a plutôt l'inverse du côté français. Donc justement, c'est là que se dessine un enjeu de politique européenne, de défense. Denis, on a l'inverse dans les mots. Parce que tu as lu les extraits qui ont été rendus publics ce matin du rapport parlementaire sur l'état de notre armée, sur notre capacité. Avec les 10 jours. Je suis tombé de ma chaise. Ouais. L'effondrement en termes de disponibilité, de chars d'assaut, de chasseurs de combat, enfin du même basique. de munitions. C'est quelques dizaines qu'on peut aligner en fait à l'instant T face à une menace. Donc c'est déjà beaucoup plus qu'en Allemagne. Oui, non, mais d'accord, mais enfin... l'effort budgétaire est constant depuis... il n'y a pas eu de... Voilà, la différence, c'est que nous, on dépense quand même 45 milliards d'euros par an pour ça. En fait,
Erwan, un élément là-dessus. Donc, tu disais naissance d'une défense européenne. De facto. 1954, communauté européenne de défense. Voilà. Dont le Parlement français a mis son veto d'ailleurs. C'est la France qui avait arrêté. C'est la France qui a arrêté pas de le réclamer, mais c'est la France qui a cassé le truc à l'Assemblée nationale. Pour de mauvaises raisons, vous le savez. C'était De Gaulle qui avait tout fait justement pour que ça passe à l'Assemblée, pour qu'il puisse y avoir un veto. Voilà, non, il s'agissait surtout de faire tomber, mon Dieu, comment s'appelle-t-il, le héros de la gauche Mendes France. Voilà, absolument. C'est la chute de Mendes France, et il s'agissait de faire tomber Mendes France, et c'est pour ça que... Il y avait énormément de discussions autour de ça que c'était passé notamment. Donc... Non, mais de facto, elle a émergé ce week-end. De juré, pas encore, mais de facto, effectivement, cette Europe de la défense. Tu crois que c'est un virage à ce point important, fondamental? Parce qu'on le dit tranquillement, mais c'est profondément culturel pour l'Allemagne, ce qui est en train de se passer. La construction se fait parce que les tabous tombent. On a eu une Europe des transferts qui s'est créée l'année dernière parce que justement on a eu, à travers justement la réponse au Covid, on a eu un premier tabou qui est tombé. Là, on a un tabou qui tombe. On a quand même le vice-président de la Commission européenne qui nous dit, effectivement, l'Union européenne va envoyer en tant qu'entité des armes létales justement dans un pays en guerre qui n'est pas membre de l'Union européenne. C'est un paradigme monstrueux. À côté de ça, vous regardez la réponse de la Suède qui vous dit, moi je vais envoyer effectivement des armes aussi. La dernière fois qu'elle a fait, c'était en 1939, quand notamment par rapport pour aider la Finlande. Donc on est en train effectivement de basculer complètement. La Suisse qui pas du tout l'Union européenne. La Suisse qui dit, moi je suis d'accord pour exécuter les sanctions justement SWIFT. Pas les armes. Je suis d'accord pour exécuter les sanctions SWIFT. Donc en fait, on a une Europe de la défense qui est en train de se créer avec des tabous qui tombent comme des dominos, mais vraiment d'heure en heure. Et moi, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui émerge. Alors, c'est toujours au pied du mur qu'on réalise justement les transformations les plus importantes. Mais moi, je pense, et d'ailleurs, c'est l'ordre du jour du dîner de ce soir entre le couple franco-allemand et Ursula von der Leyen, qui est de dire comment est-ce qu'on matérialise ça, comment est-ce qu'on construit ça. Et moi, je pense que cette Europe de la défense, en fait, elle a émergé d'un coup. Tout le monde, quelque part, la voulait. Tout le monde avait peut-être un peu réfléchi au périmètre. Et là, nécessité faisant loi, elle existe de facto et peut-être qu'elle va exister de juré dans les prochains mois, prochaines semaines. Le prochain tabou qui sera intéressant à examiner, ce sera celui des finances publiques, puisque c'était dans la deuxième partie de l'année 2022 que l'on devait avoir des négociations sur la réactivation de règles européennes, de règles aménagées. Bon, j'ai l'impression que ce débat, il va déjà sacrément bouger. On ne va plus être dans les mêmes termes. On sait très bien qu'on n'allait pas revenir aux règles antérieures, ou en tout cas, il y aura des aménagements. Mais là, l'ampleur des aménagements va être colossale. La doxa budgétaire va passer par-dessus le bassin cage, comme elle l'a déjà fait. Elle a été mise en sommeil pendant 2 ans. Là, elle va être plus clairement, probablement... Même Christian Lindner l'a dit au Parlement hier, au Parlement allemand, puisqu'il a... mais lui, il dit tout et le contraire de tout, Lindner. Depuis, je suis ce qu'il dit, moi, depuis 6-8 mois. Là, c'est la première fois qu'il dit clairement que les 100 milliards qu'ils veulent mettre dans leur force de défense, ça rentre pas dans l'équilibre budgétaire. C'est à part. C'est pas mal déjà. C'est pour les Allemands, c'est déjà... oui, mais tu vois, il y a donc quand est-ce que la coalition est en place depuis septembre? Depuis l'automne, oui. Oui, c'est ça, depuis l'automne, depuis septembre. Donc au départ, il y avait eu cette manip très surprenante de dire il me reste 60 milliards sur l'ensemble de la poche Covid. En fait, je vais la mettre de côté, ce qui est très français, mais normalement pas allemand. Et puis, 3 mois après, il fait des déclarations assez incendiaires en disant, enfin, c'est incendiaire pour nous, mais non, finalement, le pacte de stabilité, il n'est pas question d'y toucher. Et surtout, il n'est pas question de toucher à l'exigence du ratio dette sur PIB, qui aujourd'hui n'a quand même plus aucun sens pour nous, enfin, absolument aucun sens. Et donc, tu as tout un programme, je crois que le budget allemand est présenté la semaine prochaine, et donc tu as tout un programme pluriannuel de retour à 60% de dette sur PIB. Maintenant, il change à nouveau d'avis. Bon, c'est un centriste en même temps, on ne peut pas lui en vouloir, mais voilà. Et surtout, effectivement, au pied du mur. Enfin, au pied du mur, on se dit, finalement, j'attends de voir. C'était vachement important, mais c'est peut-être moins important que mes frontières, en fait. Oui, c'est un peu ce qu'a dit aussi le ministre de l'économie néerlandais de tout à l'heure. On voit bien qu'il va y avoir des ajustements qui vont se faire à tous les niveaux. La question, c'est jusqu'où va-t-on déplacer les curseurs? Parce qu'effectivement, on va le mettre sous l'auspice de l'Europe de la défense. Après, les enjeux climatiques, est-ce qu'ils seront aussi évacués? Non, avant les enjeux climatiques, ce que je vous disais tout à l'heure, moi, les Polonais, les Hongrois. Oui, aussi. Voilà, ils sont quand même les parias de l'Europe, et donc ça veut dire que... il va falloir les réintégrer. À un moment, voilà, le prix de nos valeurs, comme tu disais. Non, mais le truc, c'est qu'il faut voir aussi, vous avez regardé un petit peu Boris Johnson, ce qui dit, alors on est loin justement d'annuler le Brexit, mais lui, il a besoin aussi de se regonfler d'un peu. Ouais, lui, il a un autre agenda, lui. Il a un autre agenda, mais même, en fait, le sentiment, il y avait un ambassadeur hier sur un plateau d'une chaîne concurrente qui disait, à juste titre, qui disait, en fait, maintenant, on est en train de se rendre compte que ce
ce que disent les Européens aujourd'hui, c'est que c'est plus important ce qui nous rassemble que ce qui nous divise. Et je pense que la peur, parce que je pense qu'il y a vraiment une peur qui doit tétaniser, de se dire jusqu'où va aller Poutine. Si on l'arrête pas à l'Ukraine, il va continuer. De toute façon, son plan est des simple. pays baltes. Je pense que ce que tout le monde a en tête pour l'Union européenne, c'est les pays baltes. Pas tellement la Moldavie et pas tellement la Géorgie, mais est-ce qu'il peut aller chercher l'Estonie et son million et demi d'habitants? Qui va aller mourir pour l'Estonie. Enfin, voilà, donc il faut... Surtout que son plan, en plus, il l'a dit depuis longtemps. C'est un des seuls dirigeants qui écrit dans des revues universitaires. Il en a écrit un papier il n'y a pas très longtemps, au mois de septembre, où il dit de toute façon, il se revendique comme étant l'héritier d'Alexandre II et de Staline. Et lui, son rêve, c'est de reconstituer justement cet empire-là. Donc, et les Européens le savent très bien, et ils profitent justement de la division des Européens. Donc, il voulait de toute façon supprimer l'Union européenne, il l'a renforcée. Il voulait avoir la peau de l'OTAN, il l'a renforcée. Il voulait la peau de Zelensky, il en a transformé en un héros national, voire mondial. Donc, quelque part, il est aussi en train d'échouer là-dessus. Je pense que c'est pour ça que je trouve que le sentiment européen qui est en train de remonter un petit peu, il y a presque un sentiment européiste et le fait d'avoir des nations qui soient aussi comment dire, unies. Enfin, regardez sur SWIFT, la semaine dernière, on se posait la question, on se disait, est-ce que l'Allemagne va pas mettre son veto sur les sanctions SWIFT justement à cause du coût du gaz? Non, en 24 heures, ça a été balayé et on dit, on suit, tant pis pour les conséquences. Enfin balayé, non, pas tout à fait balayé. De ce que je comprends, en apparence. Voilà. En apparence. De ce que je comprends, SWIFT reste en place. Enfin, pas pour toutes les banques. Ouais. J'ai lu que les gens chez SWIFT, là, non, ils aimeraient avoir quelques explications. Moi, ce que j'ai lu là, c'est que les gens chez SWIFT allaient se tourner vers la Commission européenne pour essayer de comprendre quelle était exactement l'ampleur des sanctions. C'est-à-dire qu'on est dans le déclaratif, là, quand même, beaucoup. Tout ce qui touche à Gazprom qui ne sera pas concerné. Exactement. Parce qu'on a besoin, vous avez certaines filiales. Sauf qu'il faut que tu saches exactement avec quelle banque. Oui, bien sûr, mais. Enfin, voilà, où se jouent les compensations. C'est une question de symbole. Ce qui compte en temps de guerre, c'est pas de savoir la dentelle dans laquelle SWIFT est déconnecté, c'est qu'on envoie comme signal de dire SWIFT est déconnecté. On envoie comme signal de dire la Banque centrale russe a un embargo. C'est pas après le détail. Denis ? Je voulais ajouter deux points sur ce que tu évoquais là, sur les renforcements, en fait, les produits, les contre-produits auxquels aboutit la décision de Poutine, le renforcement des Européens, alors qu'ils voulaient justement le délitement de l'Union européenne. C'est aussi le retour des Américains en Europe. Oui. Les Américains se désengageaient de l'Europe. Enfin, il y avait des sorties de troupes américaines. Là, elles vont revenir un petit peu plus. Et puis, Poutine cherchait aussi va pas trop vite, là, Denis. Va pas trop vite. Attends, midterms elections qui arrivent. Mais t'as vu ce que déclare Trump, enfin attention. Il y a quand même un tournant. Si tu veux, le deuxième point de bascule... J'achète ce que vous dites sur l'Europe, pas du tout sur les États-Unis. D'accord. On va voir, mais... L'isolationnisme, c'est le cœur de l'Amérique. Oui. C'est les moments où tout à coup elle se dit qu'elle peut être gendarme du monde, c'est des moments en fait qui sont moins américains que les moments où elle est recentrée sur elle-même. Pour reprendre ce que dit Denis, là on retourne aux fondamentaux anti-russes. Et à part une partie du parti républicain maintenant, qui effectivement est plutôt admiratif de Poutine, ça rappelle des gens chez nous, voilà, mais c'est une toute petite partie de l'opinion publique, on voit que depuis quelques jours ça bascule, parce que justement on retrouve les vieux réflexes du vieil ennemi russe. C'est pas être gendarme du monde en disant je vais intervenir en Syrie et au Mali. Ça, c'est sûr que non. Ça, et même le Moyen-Orient, c'est terminé parce qu'il y a plus d'impact sur le pétrole. Donc c'est pas le sujet. Mais en revanche, dire notre ennemi héréditaire russe, le pacte de Varsovie, peut avancer ses chars sans qu'on fasse rien. C'est différent là. Et également avec le jeu avec la Chine. Enfin, Poutine a aussi une crainte qui est celle de la vassalisation vis-à-vis de la Chine. Là, il risque de se renforcer. Ce risque-là risque de se renforcer encore un petit peu plus, avec les approvisionnements, les débouchés plutôt de plus en plus vers la Chine. Le financement, il faudra bien qu'il le trouve quelque part. Le financement extérieur, je ne pense pas qu'il va s'accrocher au yuan, mais en tout cas, il va avoir besoin d'autres types de devises et peut-être qu'il en trouvera une partie auprès de la Chine. Et pour défendre Taïwan, il faut avec le bien nommé fleuve Amour, nous n'avons pas oublié le bien nommé fleuve Amour dans nos études de géographie entre la Chine et la Russie. Bon, mais c'est la question. Alors alors allons-y sur cette question-là parce que effectivement la question c'est Taïwan prochaine étape. Ça semble d'ores et déjà écrit. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant, à la fois économiquement et militairement et diplomatiquement, c'est pour les Chinois un test parfait de qu'est-ce qui pourrait se passer pour eux si jamais ils décidaient d'aller vers Taïwan. C'est-à-dire à la fois comment est-ce qu'on résiste aux sanctions, est-ce que ce que disait Denis à l'instant, est-ce que l'axe qu'on est en train de créer, je pose ce terme pas tout à fait au hasard, entre la Russie et la Chine, avec ce fameux système SIPS qui remplace SWIFT,
et le Han, est-ce qu'il est fonctionnel? Est-ce qu'il nous permet, entre un pays très riche en matières premières et un pays riche en technologie et en hommes, est-ce qu'il nous permet de construire cette alliance qui va nous permettre de nous isoler, de faire une espèce de tectonique des plaques différentes? Si la réponse est oui, Mais ça peut pas être oui, la réponse, Wilfried. Là encore, c'est pas possible. Mais si, enfin- Mais ils se détestent, enfin. Je veux dire, pour l'instant, c'est une alliance. là, c'est des siècles d'histoire. Oui, c'est mais même encore pire que les États-Unis et les Russes. C'est aujourd'hui une alliance de circonstances où chacun y a intérêt, au moins pour les 10 prochaines années. Ouais, Je ne dis d'accord. pas pour les 50 prochaines années. Tout ce qui importe à Xi Jinping, c'est que dans les 3, 4, 5 ans qui viennent, il puisse compter sur son approvisionnement en matières premières avec le Han, sans dépendre du dollar, voir que tout fonctionne. Si c'est le cas, effectivement, il se dit, au moins cet aspect-là, je peux le gérer. Il me restera à gérer l'aspect militaire. D'où l'importance de ce que disait Denis. C'est-à-dire que si les Américains se détournent complètement de la frontière européenne, à ce moment-là, après l'histoire de l'Afghanistan, les Chinois peuvent dire bon, ils se détourneront aussi de Taïwan. Ouais, tout à fait. Donc il y a une question, je dois intervenir quand même. Vas-y. Il y a un autre point aussi sur la Chine qui est très important et qui d'ailleurs peut donner à réfléchir sur une étape suivante de sanctions. C'est que jusqu'à présent, les trains de la Belt and Road Initiative, des nouvelles routes de la soie, les trains pour l'instant, ils continuent de circuler. Et c'est tout à fait vital pour la Chine d'avoir cette chaîne logistique qui est installée, qui transite par la Russie, qui passe en partie aussi par l'Ukraine, d'avoir cette chaîne qui la relie à l'Europe, sans passer par le maritime, est tout à fait fondamental. Si jamais il y a un arrêt de la circulation des trains, là, cela crée des difficultés, parce que ça viendra de la Russie. Cela créera Tu as des trains qui viennent de Russie, qui traversent l'Ukraine, là, en ce moment, qui viennent de Chine, Oui, tout à passent fait. par la Russie. Ouais. Et traverse tout à fait. l'Ukraine, là, en ce Écoute, moment, c'est, tranquillement. Effectivement, quelqu'un qui s'occupe Tranquillement, je sais pas. J'ai pris un peu de quelqu'un qui s'occupe de logistique, Ouais. justement, et qui, pour l'instant, ça continue de circuler. Mais c'est la grande inquiétude, justement. C'est la grande inquiétude de voir s'interrompre cette circulation, parce qu'à un moment, c'est un lien très important. Et Dieu sait que ce projet BRI pour Xi Jinping, il est fondamental. Mais si ce lien commence à être... J'imagine l'annonce en raison d'une panne de signalisation. Oui, je pense qu'il faut qu'il réfléchisse. Un incident affectant la voie. Mais alors ça, justement, Denis, là-dessus, c'est-à-dire, on sait que les entreprises, de toute façon, sont mobilisées sur cette affaire de chaîne logistique. Bon, ça renforce les velléités de l'ensemble de ceux qui disent on est rentré dans une nouvelle ère, une ère de confrontation, on ne peut plus avoir de dépendance. Ouais. Avec l'autre bout de la planète sur des éléments qui sont des éléments critiques. Ouais. Je pense que là, la messe est dite là-dessus. Oui, Et les investissements vont se multiplier. Enfin, ils sont déjà très très importants, mais ça ne fera que renforcer les velléités là-dessus. C'est vrai qu'il y avait une réflexion stratégique qui était très forte au niveau de la Commission européenne, qui avait sorti un rapport qui pointait les dépendances que l'on pouvait avoir sur certaines matières. La Commission européenne, mais des entreprises, enfin, tu les connais comme moi. Bien entendu, Elles sont obsédées par cette question maintenant depuis 6 mois. Exactement. De toute façon, ça a commencé avec les semi-conducteurs, et c'est intéressant d'avoir eu ce premier test avec les semi-conducteurs, et puis également avec certains matériaux critiques, le magnésium par exemple, qui produit à 95% en Chine, qui montre bien l'extrême fragilité. Donc tout ce qui est aujourd'hui en termes de recherche de ressources alternatives commence à remonter en puissance. Je ne dis pas qu'on va exploiter du gaz de schiste en Europe. Hein. Je ne pense pas que ça, ce serait l'étape finale. Je ne suis pas certain que ça va tout de suite revenir sur le tapis. On en est au lithium quand même. Hein. Tu as suivi. peut arriver vite. Barbara Pompili dit on va aller chercher du lithium, donc on va voir comment ça. Oui, non, mais il faut peut-être regarder toutes les options. Erwan, un mot là-dessus, la partie chinoise, etc., avant qu'on revienne, parce qu'on a quand même des considérations franco-françaises Non, sur à analyser. La Chine, effectivement, c'est un peu la crainte qu'on a tous, que beaucoup d'analystes ont, mais il y a d'autres analyses un peu plus anciennes qui vous disent que la Chine ne bougera pas sur Taïwan tant qu'effectivement les Américains ne seront pas autosuffisants en micropuces. Parce que du coup, ils auraient moins d'intérêt, moins d'incitation tout simplement à les défendre. Si demain, la Chine effectivement envahit Taïwan, demain, les États-Unis se retrouvent complètement coupés de leur approvisionnement. Donc on sait que Tesla, Apple, etc., ils en ont déjà pas mal souffert pendant le premier confinement. Là, il y aurait un vrai problème économique. Les Américains, ils ne bougent pas par grand humanisme, ils bougent surtout par intérêts commerciaux et par intérêts économiques. Si jamais ils n'ont pas... Donc vous avez certains analystes qui estiment, moi je ne suis pas compétent sur la question, qui estiment qu'en fait, tant que les Américains ne sont pas autosuffisants sur les micropuces, ils n'iront pas justement, ils ne se battront pas pour Taïwan. Et c'est quoi, 3-4 ans? C'est ça, ouais. Ce qui me permet de dire d'ailleurs, parce qu'on brocarde régulièrement les économistes et leur capacité à se gourer. C'est quoi l'économiste a été inventé pour donner un peu de crédibilité aux astrologues. Météorologue. Aux météorologues, je préfère encore avec les astrologues. Oui, je préfère encore avec les astrologues. Bon,
les analystes diplomatiques, les spécialistes des relations internationales ont également été inventés. Voilà, globalement, je pense que la profession d'astrologue a décidément beaucoup d'avenir. Comme les médecins il y a 2 ans sont tous tombés. Voilà, il y a peu de certitude dans ce bas monde. Donc, en ce qui nous concerne, nous Français, on a vu retour du risque politique sur les entreprises, etc. Chaîne logistique fragilisée. Impact sur la croissance, inflation, tout ça. Comment est-ce que... Ouais, le scénario qui se dessine... Le macroéconomiste, là, Denis, ça ressemble un peu à de la stagflation, hein, ce qui est le scénario qui était un peu le scénario adverse que tout le monde avait plus ou moins en tête. Mais celui-ci, il prend quand même plus de corps. Parce que, on en parlait ici jeudi, alors pardon, mais les indices PMI de février, ils étaient quand même... Ils pétaient le feu, quoi. Oui, tout à fait. Et ça peut casser cette dynamique-là. En tout cas, ça va ralentir la croissance, parce qu'on avait déjà une croissance qui était quand même sur un mode un petit peu décrescendo. Mais bon, après une année 2021 qui est quand même très positive, donc on fait du décrescendo en 2022. Là, le décrescendo, il sera probablement un petit peu plus rapide, parce que c'est un prélèvement. Donc tu dis quoi ? On était sur 4,5 points sur 2022, c'est ça, ouais, 4, c'était l'hypothèse du gouvernement. Nous, on a été déjà un petit peu plus bas, on était à 3,7. Là, on va sortir nos prochaines prévisions. On sera peut-être à 3,5, quelque part entre 3 et 3,5. Ah oui, d'accord, donc ça reste très, Philippe Lane, très raisonnable. Avec l'acquis de croissance, ça veut dire qu'on baisse ouais, vraiment. Oui, parce que ça veut dire que comme tu as un acquis de croissance, c'était déjà 2,4, ça veut dire qu'en cours d'année 2022, tu n'en fais pas beaucoup. Philippe Lane, le chief économiste de la BCE, a évalué sur le dos d'une enveloppe, pour l'instant, l'impact à 0,3, 0,4 points. Pour l'instant. Et c'était avant... ça me rassure, ça. Le gars, le dos d'une enveloppe, il a juste le système monétaire mondial entre les mains. Bon, on va vous faire ça à combien, les gars ? Allez, 0,3, 0,4. On vous le fait à 0,3. Allez, on vous le fait à 0,4. Allez, c'est parti. Tout dépend de l'ampleur du choc que tu as sur les prix des matières premières, les prix des produits énergétiques. C'est ça qui va te faire la différence. Et tu as eu aussi, d'ailleurs, un papier qui était assez intéressant, plutôt une suite de tweets qui a été faite par Olivier Blanchard, l'ancien chef économiste du FMI, qui expliquait qu'en gros, face au choc stagflationniste qui pourrait intervenir, c'est l'intervention de la politique budgétaire qui aujourd'hui serait requise. Et donc, les chèques énergie, tels qu'on les a déjà mis en œuvre, c'est quelque chose qui serait adopté dans la plupart des pays. Et donc, on en revient à nos fameuses banques centrales Toujours. On en vient toujours. Wilfried, on en revient toujours aux banques centrales. Et donc, les remontées de taux prévues, l'ensemble du système qui s'inversait et tout. Je pense que ça va être un petit peu décalé. On oublie, ouais, je pense. En fait, c'est toujours pareil. Dans ces chocs-là, hein, on a à la fois... le premier choc, c'est toujours sur les matières premières. Le deuxième, c'est effectivement sur les coûts de financement, globalement. C'est-à-dire que est-ce que le prix du risque augmente tellement que les coûts de financement montent ? C'est là où on a besoin des banques centrales. Et après, là aussi, on a besoin des banques centrales, c'est les anticipations des acteurs. Est-ce que globalement, les anticipations vont faire en sorte que ça bouge ? Et là, clairement, le rôle des banques centrales, d'abord pour ce qu'on a expliqué à l'instant, c'est-à-dire pour garantir la liquidité et la stabilité financière du système, est importante. Moi, j'ai noté d'ailleurs que jeudi, pour la première fois, donc le jour de l'invasion, pour la première fois depuis très longtemps, Christine Lagarde, dans son intervention, a mentionné la stabilité financière comme étant un objectif de la Banque Centrale Européenne. Ça faisait des mois qu'elle ne mentionnait plus la stabilité financière comme étant un objectif. Elle mentionnait uniquement la stabilité des prix. On était de retour vers le truc standard, la stabilité des prix. Là, de nouveau, on commence à avoir le discours sur oui, mais stabilité des prix, ok, mais stabilité financière. Donc je pense qu'il va y avoir un effort très fort réalisé sur justement ces fameuses contreparties pour assurer la liquidité du système, et puis pour faire en sorte que les coûts de financement ne montent pas, en tout cas trop violemment, trop vite. Je pense que l'objectif de remonter graduellement les taux reste quand même dans la tête des banques centrales. La Banque Centrale Européenne sera probablement beaucoup plus prudente. Mais en termes de vitesse et de signal donné au marché, on va probablement changer un peu de discours. Ce sera plus le... D'ailleurs, jusqu'à il y a peu, on avait dans la réserve fédérale, sur les marchés, on avait plus de 50 à 60% de chances qu'on ait une hausse de 0,5%, de 50 points de base dès le mois de mars. Là, aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune chance qu'on ait une hausse de 50 points de base. C'est quasiment terminé. Oui, une hausse de 25, oui, donc beaucoup plus graduelle qu'avant. Erwan ?
Comment est-ce que tu regardes ça? Impact sur notre croissance, inflation, tout, oui. Grand point d'interrogation. Complètement. Moi, Après ce qu'on vient de dire sur l'astrologie, tu vas sur ce qui est assez sage, je le reconnais. Il y a 2 ans, il y a un mec qui a mangé un pangalon à pas frais, on a pris 8% de récession. Là, quand c'est un dictateur qui attaque le pays d'à côté, je ne dirais pas dans quel... Je lis les études de Rexecode qui sont toujours d'une grande fiabilité, donc on attend... Très grande qualité. Et de très grande qualité. Ouais, absolument. Attendez, parce que là... Surtout les PowerPoint. Ouais. Moi, c'est surtout les PowerPoint de Rexecode que je kiffe. Ah ouais, c'est vrai On que- sent les dimanches Très bon, après-midi sur les- studieux là, sur sur les- les PowerPoint. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Hein. Si on n'a pas été trop mauvais dernièrement, on a dit pour cette année 3,7, peut-être 3,5. Enfin, on va baisser petit à petit parce qu'il y a un peu plus d'inflation. Mais pour 2023, on a dit 0,7%. 0,7%, mais tout simplement parce que tu sors des dispositifs de stimulation budgétaire très importantes. On ne fait pas revenir une grosse partie de l'épargne qui a été accumulée. Et on ne va pas en sortir, dépense. puisqu'on va être dans notre grand plan Marshall allemand pour industrie de défense, Exactement. terminaux GNL, 14 centrales nucléaires, enfin voilà. Exactement, mais c'est là, Voilà. c'est là où justement Voilà. on reboucle avec toute notre discussion, c'est est-ce que spontanément on aurait dû avoir un ralentissement de la croissance quand même assez marqué sur 2023, en tout cas c'est le pari que l'on faisait, est-ce que justement tout ce qui se met en place en ce moment sera un vecteur d'une simulation comme l'a été la période post-Covid. Et si ça vient des Allemands, ce serait encore plus beau que ce soit les Allemands qui créent du déficit pour créer de la croissance européenne. Alors là, de toute façon, on a un renversement de toutes nos valeurs et de tous les tabous en ce moment. Donc Oui, mais tu es d'accord, parce que ça, moi, ça m'intéresse. Les gars qui disent... D'ailleurs, je crois que c'est Scholz qui l'a dit, on change d'avis parce qu'on change d'époque. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est assez sain et légitime comme oui, comportement que Mais bien sûr. ça ne remet pas en cause la nécessité d'une rigueur budgétaire à d'autres époques. Enfin, c'est ça que je veux dire. Ça ouvre le champ des possibles à toutes les possibilités, justement. On a, Denis citait le prochain tabou à tomber, le tabou fiscal et le tabou budgétaire. Moi, je pense qu'effectivement, ça va tomber. Enfin, là, ça va. Le premier tombé, l'Europe de la défense, c'était quand même un tabou diplomatique et européen qui était quand même. Enfin, c'était épidermique, hein, cette opposition-là. Et là, vu que c'est tombé, je pense que tout peut tomber, effectivement. On peut reprendre peut-être le rapport McCarthy, justement. Tiens, il nous faut 7% de budget européen pour aller vers l'intégration. Les modèles de Mundell, etc. Et puis, du coup, derrière. C'est quoi ces gens-là, McCarthy, Mundell? McCarthy, c'est un rapport en 68, 69, si je dis pas de bêtises, 73, pardon, qui disait qu'en fait, pour que l'Europe soit vraiment efficace, l'Union européenne soit vraiment efficace, il faut qu'il y ait un budget d'adhérence dans un premier temps de 5% du budget, enfin de 5% du PIB de la zone, puis après 7%, et on sera vers l'optimum 11%. Pour rééquilibrer les pour aller vers zones économiques. une intégration. Voilà, c'est l'intégration qui a été décrite par Mundell, puis il y a Bella Bellassa, qui est un économiste 61, qui dit justement qu'en fait, pour que l'Europe soit optimale, il faut du coup qu'il y ait une intégration politique à la monnaie. On y va. Oui, parce que très, très optimiste. effectivement, même si les tabous sautent, il y aura un besoin de règles. Bien sûr, mais bien il y aura sûr. besoin de se redonner du curseur. Ce qui va être intéressant à suivre, c'est Quel choc. une fois que le feu de l'urgence aura diminué, parce qu'il va diminuer inéluctablement, qu'est-ce qui va rester de cet élan? C'est-à-dire que là, on parle, et je pense avec tous beaucoup d'enthousiasme, et moi le premier, du fait que effectivement on change d'époque et donc on bascule vers autre chose. Évidemment, le feu de l'urgence va baisser, forcément. Enfin, je l'espère, parce que sinon, on aura peut-être d'autres sujets que effectivement le déficit budgétaire. Face à ça, comment est-ce que effectivement les comptables qui vont regarder les déficits vont agir? Est-ce qu'ils vont à quelle vitesse est-ce que les modèles vont évoluer, hein? On disait, on a des modèles extrêmement puissants. Les modèles, ils ont été conçus justement pour garantir la stabilité budgétaire, etc. Dans un monde de paix et dans un monde dans un monde plat. On n'est plus dans ce monde-là, en fait. Mais ça veut dire que c'est ça, en fait. Le vrai choc, c'est pas la pandémie, c'est ce qu'on vit depuis 4 jours. Ah oui, complètement. Le vrai monde d'après, en fait, il se dessine là, maintenant. Il a été où est-ce qu'on est? Parce qu'on pourrait être, en fait, dans la situation de ceux, et on en faisait partie, qui parlaient du monde d'après pendant le confinement, tu vois. Il a été un peu préparé. Il s'est rien passé du tout. En fait, il a été un peu préparé parce que justement, il y avait cette logique de résilience et d'indépendance sur des problématiques effectivement vivrières étaient là, pas sur des problématiques de défense, mais étaient là. Et là, on a d'un seul coup élargi ces problématiques effectivement à des choses beaucoup plus générales et beaucoup plus structurelles aussi. Donc, on va voir comment est-ce qu'en pratique ça va se faire. Après 91, il y avait Francis Fukuyama qui avait sorti son fameux bouquin « La fin de l'histoire ». Maintenant, j'attends qui va sortir le bouquin « Le début de l'histoire » parce qu'on voit bien qu'on est en train d'avoir quelque chose qui change radicalement et sur tous les points de vue. Théorie à laquelle j'ai profondément cru, hein.
mais profondément sur la fin de l'histoire. C'est vraiment... tu fais bien de citer ce bouquin, un peu ardu à lire, donc comme visiblement il est dépassé... allez lire autre chose, oui, enfin bon. Il Enfin, y a bref, des analyses intéressantes. oui, il y a des analyses intéressantes. Intéressantes. N'empêche que le fondement qui est un peu le nôtre quand même globalement, qui est de dire justement, it's the economy stupid, c'est-à-dire à partir du moment où tu te retrouves stabilisé, en sécurité, dans une économie sociale de marché, alors tu ne fais plus la guerre. Globalement, c'est ça la thèse de Fukuyama. Bon, bah non. Déjà en 1914, on était déjà très intégrés, et puis ça ne nous a pas empêchés. Voilà, c'est ça. Donc, Force est de constater. L'histoire revient. L'histoire revient. On a fait le tour. Il reste 1 minute sur notre campagne électorale. Un truc à dire. Il y aura un impact, tout ça, machin. Impact. Il y aura un impact, oui. Il y aura un impact. Mais évidemment, comme tous les astrologues, on ne sait pas exactement quel sera l'impact. Mais oui, il y aura pour le président en place, non, dans ce genre de légitimité. Ça, oui, c'est une forme de légitimité. Ouais. C'est légitime, et puis il ne faut pas oublier qu'en campagne présidentielle, on vote aussi pour le chef des armées. Quand on voit que quelques principaux candidats, justement, sont prêts à s'afféoder, justement, à une puissance belligérante étrangère qui nous attaque, bah, on juge une campagne présidentielle aussi, pas que sur son programme économique ou pas que sur le nombre de fonctionnaires qui veut diminuer, sur sa capacité à agir en chef d'État. Et là, à mon avis, il y en a 2 voire 3 qui se sont complètement disqualifiés ces derniers jours. Donc c'est pour ça que la campagne continue et elle s'intensifie sur d'autres sujets, à mon avis. Sans être astrologue. Mais... Bon, merci les amis. Rediffusion. Justement, je crois que tu avais participé, Erwan, à une émission passionnante sur la refondation du capitalisme qu'on avait faite en décembre dernier. Oui. Voilà, donc ça va faire partie des émissions qu'on va vous rediffuser là d'ici lundi pour qu'on puisse continuer à réfléchir ensemble. Et puis donc on se retrouve lundi. Bonne semaine à vous.